Matin Bonheur, ce sont des chroniques, ce sont des thématiques, ce sont des chroniqueurs, des acteurs dévoués avec des thèmes précis, avec franchement de la sensibilisation, le divertissement et puis tout cela saupoudré d'informations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous avoir pour ce 4e jour ouvré de cette semaine, 2e semaine de la 2e saison de cette nouvelle mouture de Matin Bonheur. Bonjour Eva. Bonjour Marco, bonjour chez vous. Oui, super. J'espère que vous avez bien profité de votre journée hier. C'était férié, effectivement, c'était la journée nationale de la paix. Aujourd'hui, on retourne au travail et nous sommes là, toujours fidèles au poste pour vous réveiller et accompagner d'ailleurs vos premiers instants de la journée. Aujourd'hui, il sera question de JT Décalé qui fait son grand retour dans Matin Bonheur avec aux commandes un comédien que vous appréciez. Abbas sera sur notre plateau pour commenter l'actualité sociopolitique de notre pays. Et puis, en fin d'émission, vous le savez, nous aurons droit à la thématique santé. Cette fois, il sera question d'hypertension artérielle avec le professeur Cramo Eloge. Et puis, elle est là. Hier, c'était férié, donc pas de journaux. On n'a pas eu le plaisir d'avoir son beau sourire. Elle est de retour. Vous avez bien profité? Oui, je me suis reposée et pas que. Et je vous ai suivi avec un grand plaisir. Merci Fatim. D'ailleurs, c'est à vous de jouer pour la titrologie. À tout de suite. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Et hier, oui, on célébrait la journée de la paix. Et ce matin, plusieurs journaux en parlent. C'est le cas de Fraternité Matin qui énumère les actions du gouvernement qui ont consolidé la paix, notamment le dialogue social et le retour des exilés. L'autre titre concerne le limogeage de Marc Wilmots, qui est donc devenu l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale de football, sans très grande surprise. On retrouve exactement les mêmes sujets et le même titre à la une du quotidien Le Jour, qui s'intéresse aussi au ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, actuellement au Canada, pour partager l'expérience ivoirienne avec ses homologues. L'éléphant déchaîné, titre carte de séjour, 10 000 francs CFA sans reçu et 15 000 francs CFA pour éviter la chaleur. Le billet hebdomadaire publie aussi une lettre ouverte à Emmanuel Macron dont je vous ferai part lors de la revue de presse. L'intelligent d'Abidjan nous informe que Ayala risque de mourir. Sidiki Bakaba, en larmes auprès de son épouse malade et hospitalisée, affirme que toutes les portes lui ont été fermées. On retrouve à la une du journal Le Temps Aboudraman Sangaré en tournée qui affirme que on ne va pas aux élections pour être arbitre, on va pour gagner. On reste encore sur les journaux de l'opposition avec Notre Voix cette fois-ci qui s'interroge sur l'environnement des affaires et titre donc « Pourquoi le chef de l'État est impuissant face à la corruption ?» Et on apprend que la Cour africaine des droits de l'homme rejette la CEI actuelle. La Gazette évoque l'actualité régionale de ces 48 heures, c'est-à-dire la situation au Zimbabwe, et s'interroge. Assiste-t-on à un coup d'État militaire? Est-ce la fin de Robert Mugabe? Je reviendrai très largement dessus lors de la revue de presse. Et il y a une information qui, étonnamment, n'apparaît pas à la une de vos journaux. Eh bien, c'est l'anniversaire de Christelle Akoussa, l'une des réalisatrices de Matin Bonheur, qu'on embrasse et à qui on souhaite un très joyeux anniversaire et qu'on retrouvera la semaine prochaine. Allez, c'est tout pour les titres. Je vous retrouve pour le détail des articles juste après le journal de 6h30. À tout à l'heure. Merci beaucoup. On vous retrouvera, comme vous l'avez dit, dans quelques instants seulement. 5h59 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Très heureux, vous le savez, hein, que nous prenons le plaisir que nous avons toujours à être en votre compagnie aujourd'hui. Un peu de tristesse par rapport à, et d'interrogation surtout par rapport à ce qui se passe au Zimbabwe, c'est au sud de l'Afrique. Situation toujours tendue avec quelques avancées, on va dire ça comme ça. L'envoi de 2 émissaires du président sud-africain Jacob Zuma pour essayer d'amorcer un dialogue. Au niveau de l'information, à 6h30 et même à la revue de presse, on reviendra là-dessus. Mais avant, vous savez, Matin Bonheur, c'est des fondamentaux, c'est l'information, mais aussi la détente. 1, 2, 1, 2. La gym, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour Eva, bonjour Marco. Je vous souhaite très nombreux, chers téléspectateurs, à suivre votre émission de gym tous les matins pour vous remettre en forme. Aujourd'hui, je suis accompagné de Carole à ma droite et de Marc à ma gauche pour une émission qui est consacrée aux fessiers. Donc, prenez juste votre tapis et puis on part directement avec les étirements. Là, on tend les jambes, on fait passer la jambe droite
par-dessus la jambe gauche et on exerce une pression au niveau du genou. Vous allez sentir au niveau du fessier que ça tire. Ok, allez en bloc là, environ 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change. On fait pareil avec la jambe gauche. Allez, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on part directement pour le premier exercice. Alors, on se met à 4 pattes. Le premier exercice, nous allons tendre la jambe derrière et on va monter plus haut. Là, on va essayer de faire 10 deux fois. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On change de jambe directement sans temps de repos. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient directement sur la jambe droite. Dernier passage. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, dernier passage, jambe gauche. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Le deuxième exercice, on va monter la jambe là, dans le ventre et on frappe en arrière. On va faire 10 deux fois. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. 7, Carole, entend bien la jambe. 8, 9 et 10, super. On change de jambe. On passe sur la jambe gauche. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsqu'on fait cet exercice, il faudrait veiller à ce que la jambe, au départ, monte bien dans le ventre et à l'arrivée, qu'elle soit bien tendue. OK? On repart donc sur la jambe droite et sur la jambe gauche pour le dernier passage. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors aussi, ça nous permet de voir avec Marc que les hommes aussi ont besoin de travailler le fessier parce que c'est un groupe musculaire qui intervient dans pratiquement tous les exercices que vous faites au cours de la semaine. Donc n'hésitez pas à travailler vos fessiers chez vous à la maison. On part à jambe gauche. 3, 2, 1, top. 1, 2. Super, super, super. Allez, bien plus haut. Ok. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Le prochain exercice que nous allons faire cette fois-ci, nous allons garder la jambe là, pliée, et on part plus haut. Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Sans temps de repos, on change de jambe. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On part sur la jambe droite. Dernier passage. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Courage chez vous. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on finit, on se rassoit comme au départ. Ok. Et on va reprendre encore la jambe, la faire passer pour étirer encore le fessier. Allez, on tire. Encore 5 secondes. Allez, courage chez vous, suivez-nous. Faites en même temps les étirements que nous. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez continuer ces exercices avec des séries de 20 au lieu de faire des séries de 10. Ce sera très efficace. Ok. Alors,
Bravo à vous qui avez pu réaliser tous ces exercices chez vous. Bravo à Marc. Avec Marc, on vous montre, vous messieurs qui doutez que cet exercice est réservé aussi aux hommes, que vous pouvez le faire chez vous, répéter ces mouvements. Si vous êtes adepte de la course, ça va vous permettre d'avoir un fessier beaucoup plus tonique, donc une vitesse peut-être beaucoup plus grande. N'hésitez pas donc à répéter ces exercices chez vous, mesdames aussi. Et rendez-vous demain déjà pour une autre séance de gym. Merci au coach Fabrice. Et oui, c'est important de muscler les fessiers, quel que soit son sexe, hein, homme ou femme. Ça fait toujours, bah oui, ça fait toujours plaisir de regarder un beau postérieur. Peu importe. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Marco. Ça va bien. On vous écoute, hein. Oui, développez vos arguments. Non, je veux dire, c'est tout. Pour que ce soit un homme ou une femme, avoir un beau fessier, c'est important. C'est pour ça que vous aimez me regarder quand je marche comme ça. Exactement, je suis toujours derrière vous juste pour ça, pour admirer vos fessiers. On va se rendre à présent sur la lagune où un homme astucieux a décidé de recycler des bidons pour en faire des pirogues. On regarde. Vive les fessiers, c'est les fessiers. Dans les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun, les déchets plastiques sont omniprésents et envahissent les canalisations et les égouts. Pour y remédier, Ismaël a créé l'ONG Madiba et Nature. Avec d'autres bénévoles, il ramasse les vieilles bouteilles pour fabriquer des embarcations. Ici, il est question de cibler les drains dans la ville de Douala et de collecter toutes ces bouteilles comme vous voyez là. Nous allons les collecter et nous allons les valoriser. Avec 1000 bouteilles de 1 litre, Ismaël a mis au point une pirogue de 5 mètres de long, pouvant embarquer 3 personnes. Une idée originale dans cette région côtière où la pêche est au cœur de l'économie locale. Il y a un vrai manque en pirogue pour la pêche. Plein de jeunes aimeraient pêcher, mais l'accessibilité, ça coûte cher. Une pirogue en bois traditionnelle, c'est entre 100 000 francs et 300, 500 000 francs. Alors, si on peut promouvoir et valoriser ces pirogues qui peuvent servir déjà pour les premières activités simples de pêche et encourager d'autres jeunes à entrer dans l'activité. Donc, c'est pour la pêche. Le prix d'une pirogue recyclée est affiché à 150 €, soit le prix d'une petite pirogue en bois. Les pêcheurs de Kibri, au sud de Douala, trouvent le projet intéressant malgré quelques réticences. La pirogue que je vois là, la pirogue est bonne. Il manque seulement que ça doit être solide parce qu'il y a un moment, pirogue de vagues. S'il y a trop de vagues, ça ne peut pas aller à la mer. Ismaël a investi toutes ses économies pour relever ce défi, soit 1 500 €. Après les pêcheurs, il espère séduire les touristes pour utiliser les barques écologiques comme des kayaks. Wow. Ouais, c'est ingénieux, hein? Exactement, très astucieux. Vous êtes déjà monté dans une pirogue, Eva? Une pirogue à moteur, oui, mais ce genre d'embarcation, jamais. Je ne pense pas être assez téméraire pour essayer. Je vous imagine attraper ça de tête de toutes vos forces. Merci à vous d'être notre compagnie. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le jeudi 16 novembre 2017. C'est la journée internationale de la tolérance. Est-ce que vous êtes tolérante, vous? Oui, oui, oui. Je pense que c'est une vertu qu'il faut tous cultiver parce qu'on est tous différents. Donc, c'est le socle même de la paix. Je répondais à ma question. Est-ce que vous êtes tolérante? Moi, je suis très tolérante. Oui, je suis très tolérante. Je suis très ouverte d'esprit. Et très tolérante. Tellement c'est vrai, vous. Pourquoi vous ne me trouvez pas tolérante? Mais si, vous êtes la tolérance même. Et vous? Tolérance zéro. Oui, c'est la journée internationale de la tolérance depuis le 12 décembre 1996. Ça fait partie un peu des réflexes de l'humanité. Il faut être tolérant, avoir de la tolérance, accepter donc l'autre, la différence de l'autre, la nature plurielle de l'autre. C'est ça qui fait avancer le monde entier. Merci d'être en notre compagnie et surtout, si vous êtes en train de vous apprêter, on a essayé de baliser le chemin pour vous et c'est ce qu'on fait chaque matin à travers le point route. Jingle. Première halte, où est-ce qu'on se rend à présent? Où est-ce qu'on sera? Quel tronçon de route est-ce qu'on va voir? Ce sera donc le boulevard Latrille. Bien sûr, c'est plutôt clair hein, comparé aux jours précédents. Pas beaucoup de circulation comme vous pouvez voir. Vous avez garé, j'aperçois votre voiture. Oui, alors c'est le chauffeur. J'ai marché jusqu'à. C'est le chauffeur en fait. Le deuxième chauffeur, donc le chauffeur des jours impairs. Vous pouvez passer tranquillement sur le Latrille en ce moment, pas d'embouteillage. Et si on partait Eva, maintenant du côté du pont de Gaulle, c'est cela, pont de Gaulle. On a une belle vue, on a quand même un petit trafic qui a commencé très tôt ce matin sur le pont de Gaulle. Ensuite... Les Abidjanais sont assez matinaux et ça fait plaisir à voir. Ils préparent le week-end comme ça.
C'est vrai, en plus, on n'est que jeudi, mais avec le férié d'hier, ça donnait des idées à certains. Alors là, nous sommes au grand carrefour de Koumassi qui se réveille tranquillement. Notre camion, la saison dernière, passait dans le sens Koumassi-Trècheville. Là, je l'ai vu passer dans l'autre sens. Donc, pas beaucoup de circulation à signaler. Vous connaissez l'homme politique qui, en période électorale, qui a dit je vais construire une route en aller-retour. Ça m'a fait penser à ça. Échangeur maintenant. En aller-retour. Donc ça va. Là, ça va. Voilà, il est beau l'échangeur. Il est beau. Hein. Bon, après, si on occulte les bidonvilles sur la droite, là, sinon il est beau. Journée internationale de la tolérance. Il faut tolérer. Tout ça, ça fait partie de la tolérance. Merci. On aura un autre point route vers la fin de ce rendez-vous avec, bien sûr, maintenant, on a fait du sport. On sait comment on va se déplacer. Qu'est-ce qui nous reste, Eva? Le petit-déj, il faut qu'on mange quand même. On y va. Et la première image nous est emmenée par Daniel Lévry, qui est à la Riviera, rue des... Avocados. Au jardin de la Riviera, pardon. Et ce sont un toast à l'avocat, avec des grains de sésame là-dessus. Alors, j'ai jamais goûté. Ça vous fait envie, Marco? Oui, ça me fait... Et surtout, moi, j'ai des soucis. Quand on passe le petit-déj comme ça, après, Eva a faim tout au long de l'émission. C'est moi qui souffre. Exactement. Là, ça va, ça commence. Je dis, Marco, je veux manger ça, je veux manger ça. Ça a commencé là? Je lui ai écrit ça. Non, pour le moment, ça va. Ça va. Okay. Deuxième, placali sauce graine. Eva ne peut plus parler déjà. Placali sauce graine, ça nous vient des deux plateaux, les perles. Mathilde Ballier. Waouh, placali sauce graine. Le matin, c'est bon, ça passe, non? Très, très bien. Non, franchement, très bien. Avec un peu de djunglé dedans, c'est parfait, quoi. Et avec, comme on boit quoi? Jus d'orange ou jus de vigne? Non, pas le matin, jus d'orange. Le jus de vigne, c'est un peu plus tard dans la journée. Et on va finir avec Mireille Bonny, qui a un mélange ce matin. Alors, un pain très chargé de vermicelle, petits pois, carottes, viande hachée et haricots verts. Ça fait envie, hein, ça donne envie. Ça fait penser, Marco, à ces femmes qui, toujours aux abords des écoles, vendent ce genre de mélange, pain maca. Il y a une dame qui m'a positivement traumatisé. Elle est en face donc, du magasin d'un grand couturier abidjanais. Elle vend du pain le matin, c'est magnifique. Une fois, j'étais obligé de m'arrêter. Je voulais garder le pain et aller manger à la maison, mais j'étais obligé de mettre ma casquette et de manger. C'est de la viande, c'est à Trècheville. Ah oui? Ah oui, Eva, je vous emmènerai là-bas un jour. Franchement, avec la permission de votre médecin. On a dit de ne pas procrastiner, donc on finit, on y va. Ah oui, ça, franchement, j'espère qu'elle sera ouverte jusqu'à 8 h, hein, le temps qu'on arrive, parce que franchement, c'est très bon. Et on a le rendez-vous, on a les voitures qui sont là. Ouh là là. La viande hachée et tout. La viande hachée, le piment un peu sur le côté. Oh là là, Marco, qu'est-ce que vous me faites ce matin? La viande est tendre comme ça. Alors, on va se ressaisir. Exactement, on se ressaisit. Et puis, vous le savez, l'année dernière, on avait cette capsule-là, le bon réflexe. Cette année, elle a été switchée par une autre qui est tout aussi intéressante, qui nous offre des astuces et des conseils pour faciliter notre quotidien. On regarde. Nathan et Maya décident de prendre ensemble un déjeuner. Au cours du repas, Nathan, par inadvertance, mange un gros morceau de piment. Il a la bouche en feu. Maya lui donne de l'eau, mais ça brûle encore plus fort. Pour calmer la brûlure de piment, nous vous proposons quelques astuces. Vous pouvez boire un verre de lait ou manger du pain de mie ou de la crème glacée. Tu vois, Maya, c'est très simple comme astuce. Eh oui, astuces et conseils, bon réflexe, voilà, Lydia, c'est la même famille. Ce qui est sûr, on fait en sorte que vous preniez en compte certaines choses du quotidien. En tout cas, on est très très heureux d'être en votre compagnie pour cet avant-dernier jour de la semaine. Vous savez, il y a des choses qui se passent ici. C'est une famille, hein, matin bonheur. Il y a Abbas qui vient d'arriver. Il nous a fait le coup la dernière fois, mais cette fois, il est là. Il est venu pratiquement le premier ici. Il nous parlera dans quelques instants seulement de son JT décalé. Qu'est-ce que ça va donner, la version
l'émission JT décalé d'Abbas. On aura un peu le troublion qu'on a sur Fréquence 2 et puis avec vraiment la vista et puis la dextérité coutumière habituelle qu'on connaît à ce monsieur. Mais avant, no comment, je vous envoie en Espagne. Attention, on ne parle pas parce que c'est un no comment. ¿Seguro? ¿No has visto la indicación ahí? Labyrinthe, hein. Ça c'est bien pour des rendez-vous galants. Parce que je vous connais, je sais que vous avez pensé à ça. Si vous ne voulez pas que votre amoureux vous retrouve, effectivement, c'est super non, pour en fait, rendez-vous si galant. on s'aime vraiment, on doit forcément se retrouver dans ce labyrinthe. Cet immense labyrinthe. Oui, ce sera le jeu. Eh bien, dis donc. On avance, on parle. Hier, il était question d'écologie avec le docteur Dié. On a parlé donc de préservation des espèces. Mais il y a également notre air qui est fortement pollué. On en parle tout de suite. Chaque année, plus de 6 millions de personnes décèdent prématurément dans le monde du fait de la pollution de l'air, dont la moitié en raison de la pollution extérieure. Les polluants les plus nocifs pour la santé humaine en Europe sont les particules, matières microscopiques en suspension dans l'air. Elles proviennent surtout des activités agricoles, de l'industrie, du chauffage individuel au bois et du transport routier. Les plus fines, issues des carburants, essentiellement le diesel, sont les plus dangereuses. Celles-ci pénètrent dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires, mais aussi le sang, et peuvent contenir des métaux toxiques. L'ozone est issu de réactions chimiques sous l'effet du soleil, impliquant plusieurs polluants émis dans l'air, comme les oxydes d'azote ou les composés organiques volatiles, hydrocarbures ou solvants. À l'origine des émissions d'ozone, transport routier, agriculture et industrie. Gaz puissant et agressif, il réduit la photosynthèse et, dans le corps humain, entraîne une inflammation des poumons et des bronches. Les oxydes d'azote, monoxyde mais surtout dioxyde d'azote, sont principalement formés lors de la combustion dans les moteurs de voitures ou les centrales électriques. L'industrie émet également dioxyde de soufre, benzène ou encore ammoniac et métaux lourds, plomb, cadmium, nickel, arsenic et mercure, qui s'accumulent dans l'organisme et peuvent affecter fonctions respiratoires, digestives et système nerveux. Waouh, émission avec beaucoup d'éléments filmés, éléments magnéto comme on dit communément aujourd'hui. Il faut parler, pour rester un peu dans la spirale de l'environnement, sachez que on est en pleine COP 23. Le président français Emmanuel Macron donc, a mis les pieds dans le plat il y a quelques jours afin de tirer la sonnette d'alarme. Il faut faire quelque chose. Le retrait des États-Unis par rapport à tout ce qui est grande décision environnementale mondiale ne doit pas empêcher les autres pays d'œuvrer, de faire en sorte que la protection de l'environnement soit vraiment le leitmotiv au niveau de tous les pays. On va rester donc toujours dans des informations croustillantes et puis vous annoncer également que dans nos pays africains, des efforts sont faits également pour la préservation de l'environnement. C'est le cas notamment du côté de la Tanzanie, du Kenya, des pays qui œuvrent de façon très active pour la défense de l'environnement. Tanzanie, un pays que notre très chère sœur Eva aime beaucoup. Un beau pays. C'est en Tanzanie qu'il y a le... Je vous écoute. Oui. Kilimanjaro Zanzibar, c'est en Tanzanie? Zanzibar? Non. Zanzibar, c'est dans la zone. C'est dans la... on retrouvera l'information. Ce qui est sûr, ce sont des pays qui œuvrent énormément pour la préservation de l'environnement et ça fait plaisir. Quand vous voyez par exemple des villes, on sent que c'est impacté, ça a été fait dans la nature. On va rester dans la nature. C'est bien ça. Non, l'archipel est en Tanzanie, Zanzibar. En fait, je savais, mais je voulais voir si vous alliez insister. on va parler maintenant de chiens, de la respiration des chiens. Est-ce que vous savez comment un chien respire? En général, avec la langue sortie. Ça, c'est votre dernier mot? On y va.
Avec leur nez extrêmement sophistiqué, les chiens voient le monde autour d'eux. La truffe d'un chien est composée de 2 narines séparées par une cloison. Alors que les humains sentent et respirent par les mêmes voies respiratoires, quand l'air entre dans une truffe, un petit pli de tissu le divise en 2 zones, l'une pour respirer, l'air se dirige vers les poumons, et l'autre pour sentir. Le flux d'air se dirige alors vers une zone pleine de cellules réceptrices olfactives. Alors que les humains en ont environ 6 millions, les chiens en ont jusqu'à 300 millions. Résultat, au beau milieu d'un stade, ils peuvent identifier une odeur qu'un homme ne pourrait sentir que dans une pièce fermée. Le chien sent en stéréo. Chaque narine est indépendante l'une de l'autre. Le chien peut ainsi détecter de quelle direction l'odeur provient. Contrairement à l'homme qui inspire et expire par le même passage, le chien, lui, expire par des fentes sur le côté de sa truffe. Cela crée des tourbillons qui apportent de nouvelles odeurs en même temps. Dans le cerveau d'un chien, le pourcentage dédié à l'odorat est 40 fois plus grand que celui d'un humain. Des études ont montré que les nez canins sont tellement sensibles qu'ils peuvent détecter la colère, le stress et certaines maladies comme le diabète ou le cancer de la peau. Ce flair exceptionnel est utilisé dans le cadre de recherche en décombres, détection d'explosifs ou de stupéfiants. Ah oui, la respiration, c'est important. Hein. C'est impressionnant, ça. Exactement. Vous avez déjà eu un chien? Moi, oui. Dans l'enfance, il s'appelait Qui sait l'avenir? C'est comme ça qu'on l'appelait. Oui, Qui sait l'avenir, mais on a abrégé Qui sait. Donc on dit Qui sait? Qui sait? Qui a eu cette idée? Ben, je sais pas, c'est la famille. Qui sait l'avenir? C'est la première fois que j'entends parler d'un chien qui se nomme ainsi. Eh bien, on a toujours une histoire avec, là, tôt le matin, ça me rappelle tôt le matin les promenades avec les chiens, tout ça. Ils aiment ça, ça crée vraiment beaucoup de liens avec les propriétaires. Et quand le chien part comme ça, on assimile ça à une perte, une grandiose perte. Même exactement, de la famille, ça fait mal. Dans quelques instants, il fera son JT décalé, mais nous avons décidé de le recevoir un peu plus tôt pour discuter avec lui, prendre de ses nouvelles, parce que ça fait un moment que nous ne l'avons pas vu sur Matin Bonheur. Il est là. Bonjour Abbas. Bonjour Eva. Bonjour Marcelin. Ça va bien? Alhamdoulilah. Comment c'est son riz là. Comment ça va en ce moment? C'est ce que tu vois là, ça va. D'accord. Alors, à quoi on doit s'attendre dans le JT décalé cette année avec Abbas? Oui, c'est beaucoup de critiques et surtout beaucoup de conseils. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie là. Quand tu n'as pas vu, il ne faut pas parler de ce que tu n'as pas vu. Et c'est ce qui fatigue, ce qui intéresse beaucoup les Ivoiriens, c'est de ça que nous allons parler. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience déjà à Fréquence 2, avec votre bande joyeuse, comment ça se passe, tout ça. Vous n'avez pas de sens. Le linge sale se lave en public. Oui, on essaie quand même de s'adapter à l'actualité, vu que moi, je suis le neveu direct et confirmé du président avec garde du corps, institution, bureau, plutôt du président de la République, élu démocratiquement au suffrage universel avec 99,99% de voix. Vous voyez que quand même, ce n'est pas permis à tout le monde, à tous les neveux, de se réveiller à 5 h, venir au travail. Escorté, s'il vous plaît. Parce qu'il a été escorté ce matin. Mon cadre, quand même, a des migraines. Je lui ai dit non, laisse. C'est ce que tu as choisi. On se souvient, Abbas, il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a même pas un mois, vous avez fêté vos 15 ans de carrière. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. On a pris la salle climatisée et Dieu a mis sa main sur le spectacle. En tout cas, on s'est amusé. On a rendu hommage à des femmes, Éléonore Kwame, oui, qui était là, Mariam Koulibaly. Mariam Koulibaly qui était là. Vous avez intérêt. On a pensé à Marie-Lise Asseur, Marie-Laure Zouzou Régine et Juliette Anzian. Exactement, qui sont partis, mais qui restent présentes par leur talent. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces humoristes en Côte d'Ivoire qui de plus en plus prennent de l'assurance? On a régulièrement des salles qui sont bondées. Le niveau en tout cas, est élevé. Et ça, on le doit à des gens comme vous parce que vous êtes un peu les pionniers. Pionniers, là, c'est pas même pas le mal. En tout cas, vous êtes les premiers. On n'a pas dit piliers, on dit pionniers. On va commencer les premiers. Le premier. Non, mais aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Parce qu'il y avait encore des années où, quand tu parles d'humoriste,
On dit, mais lui, là même, il fait quoi dans la vie, à part les s'ingérer là. Mais si aujourd'hui, les gens ont la possibilité de payer de leur argent 10 000, 15 000 pour aller regarder un spectacle d'humour, bon, on peut dire Dieu merci. Mais on est en train de faire aussi l'effort de tout faire pour faire revenir le théâtre. Parce que c'est vrai qu'on fait de l'humour. Vous êtes comédien de base. Voilà, si le théâtre pouvait revenir aussi avec la force. Comme en son temps, quand il y avait théâtre chez nous, voilà, là, c'est beaucoup de bonnes idées. Mais pour embrayer sur ce que Marco dit, on a l'impression que... Embrayer, c'est quoi? Pour rebondir sur ce que Marco vient de dire... C'est vrai qu'on a l'impression que les humoristes, vous autres humoristes, vous prenez de plus en plus au sérieux. Donc ce qui fait que la population vous prend de plus en plus au sérieux. Vos spectacles sont bien organisés, il y a des one-man shows, vous invitez certains de vos collègues. Les choses sont mieux organisées, donc ce qui fait que forcément le public a tendance à mieux adhérer. C'est plus aussi désordonné qu'avant. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand tu te prends au sérieux, les gens te prennent comme ça aussi. Exactement. Voilà, quand tu te prends à l'âge, je m'en fous, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui a chanté que quand tu te vends moins cher... On te prend à crédit. Non, on prend la personne à crédit pour me dire à moi. La suite de cette discussion à crédit, ce sera tout à l'heure. C'est simplement une mise en bouche. Abbas sera avec nous dans le cadre du JT décalé, juste après la revue de presse, c'est-à-dire après le journal qui va commencer maintenant. Hamza Diaby est en train de se parer de ses plus beaux habits pour l'information. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Mélanie Cross, 1988. C'est moi? C'est une espèce de source d'énergie. Il faut que cet œuf s'en aille. Big Jim a jeté l'œuf dans le gouffre. Ce qui nous arrive prouve que c'était sa source d'énergie. Le dôme est en train de se contracter. Tu veux dire en train de rétrécir? Vu comment les parois s'arrêtent et repartent, le dôme ne va pas tarder à tous nous écraser. Non! Mélanie! Mélanie! Le passage pour Zénith est bloqué? Il est bien plus que bloqué, il a disparu. On va pouvoir redevenir une famille. Menteur! Tu bosses pour ceux qui ont l'œuf et qui nous retiennent ici. Jim! Lyle! Quoi qu'il se passe, maintenant qu'on est là, on va avoir besoin de Lyle. Tout est ta faute! Où est Mélanie? J'ai pas une vision qui nous montre qu'on peut peut-être la sauver. Attrape-moi! Me lâche pas! Dans mon rêve, j'ai vu Mélanie disparaître, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Je t'aime. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est censée être avec moi, Jim. Under the Dome, du lundi au vendredi à 18h30 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera sous un temps frais dans la partie nord et le ciel sera pratiquement dépourvu de nuages. Dans la bande centrale, tôt le matin, le brouillard ou la brume humide pourrait réduire la visibilité et avec le lever de soleil, ce phénomène se dissipera pour laisser place à un ciel nuageux avec par endroits de petites pluies. Le sud forestier serait également sous le coup de brouillard et sur le littoral, on aura un ciel nuageux avec quelques risques de pluie matinale. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, 24 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou, 23 degrés, Boaké, 23 degrés, il fera 23 degrés à Daloa, Dimbokro, 24 degrés, Gagnoa, 23 degrés, Korogo marquera 21, Mans, 22 degrés, Odiéné, 20 degrés, San Pedro, 24 degrés, Sassandra, 25 degrés, il fera 24 degrés à Tabou et Yamoussoukro, 22 degrés. Le front intertropical oscillera l'après-midi sur la partie sud du Burkina Faso, ce qui pourrait marquer la proximité des vents secs sur le nord du pays. Le ciel sera peu nuageux dans cette partie du pays, mais plus au sud, on pourra assister à des orages isolés et des pluies par endroits. Après ces pluies, le ciel restera partagé entre les nuages et les éclaircies. Température prévue pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, 32 sur la ville d'Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, la ville de Boaké marquera 31 degrés, Daloa 32 degrés, Dimbokro 33 degrés, Gagnoa 32 degrés, il fera 35 degrés sur la ville de Korogo, le mercure affichera 30 à Mans, Odiéné 34 degrés, San Pedro 30 degrés, Sassandra 31 degrés, 30 degrés sur la ville de Tabou et Yamoussoukro 32 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Sahara 2017, c'est à compter du 17 novembre prochain, demain donc vendredi. Sur une dizaine de jours, la plateforme d'opportunités d'investissement dans le secteur agricole des ressources animales, halieutiques et forestières va s'ouvrir aux nombreux publics venus d'ici et d'ailleurs pour parcourir le temps d'une visite et tout le potentiel de la puissance agricole ivoirienne. Mais d'ici l'ouverture de ce grand événement, notre reporter Noël Niagno revient sur les origines de la construction de cette agriculture à grands traits. L'agriculture ivoirienne, plus d'un demi-siècle après les indépendances, continue de marquer de son empreinte l'économie. Et le slogan « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture » est désormais une réalité. Le secteur agricole pèse 25 à 35% du produit intérieur brut. Sur le tableau des performances, la Côte d'Ivoire est en pole position du fait de l'agriculture. Premier producteur mondial de cacao, aujourd'hui, la production a atteint la barre de 2 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire est 7e producteur de caoutchouc naturel, 3e en Afrique, premier exportateur africain de mangue, 3e au plan mondial, premier producteur mondial de cola et puis, plus récemment, premier producteur et exportateur de noix de cajou. Pour ne citer que ces spéculations-là. Avant l'ouverture de la 4e édition du SARA, Salon désormais international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques d'Abidjan, nous avons voulu comprendre les ressorts de ces performances et de cette présence constante dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Au commencement de cette performance, un défi de feu Félix Houphouët-Boigny à son homologue du Ghana, Kwame Nkrumah, dixit Lambert Amontano, que nous avons rencontré pour les besoins de la cause. Il y a eu une rencontre à Al-Fassini, qu'on a banni, qui parle toutes les langues, a servi d'interprète. Et à la fin, Oufou a dit à Nkrumah, je vais te battre dans la production de cacao. C'est un défi qu'il a lancé. Oufou ne lance pas un défi comme ça. Houphouët-Boigny n'a pas fait que parier. Il s'est donné les moyens objectifs de tenir son pari. Sur la période 60-70, 22% du budget national et 30% de l'aide au développement sont affectés au secteur agricole. Pour une meilleure orchestration de l'utilisation de tous ces moyens, une architecture institutionnelle est conçue, les SODE, ou Sociétés d'État de développement. Elles sont toutes adossées au ministère de l'Agriculture. À ces sociétés de développement sectoriel, il a été associé des structures d'encadrement et de financement. Aucun compartiment des secteurs de l'agriculture, de la production animale, des eaux et forêts n'a été ignoré. Résultat, le secteur agricole connaît une croissance significative de 60 en 1980. D'une valeur de 107 milliards en 1970, le secteur génère 170 milliards en 1980. Le défi du cacao est relevé en 1978 avec 360 000 tonnes contre 85 000 tonnes en 1960, 175 000 tonnes en 1970. Idem pour le café, 135 000 tonnes de café en 1965, la production passe à 350 000 tonnes en 1980. Fait notable de cette décennie de progrès, la réalisation de l'autosuffisance en riz. On vendait du riz aux pays voisins. Et puis il y a eu un peu de mauvaise gestion. On a supprimé le sous de riz. C'est regrettable. Et depuis, nous sommes gros importateurs de riz. De plus, la production vivrière pour une population qui s'urbanise est au rendez-vous. À l'origine de ces performances, une recherche agronomique à nul autre pareil. Ils font un travail extraordinaire, je dirais nulle part au monde. Ils ont développé la culture du cacao et du café. À la clé, le slogan « La Côte d'Ivoire, terre de semences ». Voilà les origines de la puissance agricole de la Côte d'Ivoire. Une juste récompense des efforts fournis, le tout adossé à un réalisme.
Seulement voilà, les avantages comparatifs sont dynamiques. Les sodés n'ont pas répondu entièrement à l'attente escomptée. Elles n'ont pas su être rentables dans la triple dimension économique, financière et sociale. Nous étions en 1983 et comme un malheur n'arrive jamais seul, les deux mamelles, le café et le cacao se portent mal. Les cours sont au plus bas. Les institutions de Bretton Woods vont se charger de faire maigrir l'éléphant. 1980-1990, voici les PASS, programme d'ajustement structurel avec une donnée essentielle, l'État se retire de la gestion de la production, de l'encadrement et de la commercialisation. Sur la période, les performances se tiennent à un niveau appréciable. Le cacao franchit la barre du million de tonnes. Le palmier à huile se signale, le caoutchouc naturel, le coton et l'ananas ne sont pas en reste. Quand arrive Alassane Ouattara en 2011, le constat, l'agriculture est essoufflée. 2 réformes stratégiques vont lui donner les moyens de son redécollage. En quelques années seulement, l'agriculture ivoirienne est redevenue forte grâce aux choix stratégiques que nous avons faits. Il s'agit notamment des réformes des filières café-cacao, coton et anacarde. Aujourd'hui, ces filières ont une meilleure gouvernance et les revenus des producteurs ont été améliorés de 40%. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement agricole à travers un cadre de référence unique, le Programme national d'investissement agricole, le PNIA. Le secteur est en train de reverdir, c'est vrai, mais il a besoin de se moderniser. Voilà tout l'enjeu de ce salon qui s'ouvre dans 48 heures pour que l'agriculture ivoirienne, voire africaine, cesse d'être dépendante de la pluie et du beau temps. Changement climatique oblige. Reportage signé Noël Gnagno. Comme le 15 novembre de chaque année, la journée de la paix a été célébrée hier mercredi en Côte d'Ivoire. La célébration de la 21e édition de la journée nationale de la paix a donc eu lieu au Palais de la Culture en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le thème retenu pour cette édition, la participation de tous à la sécurité, gage de paix. Au cours de cette célébration, plusieurs personnalités ont été distinguées pour leurs actions en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité. Et parmi elles, Amadou Gon Coulibaly. On en parle avec Herman Guivet. 15 novembre 2017, Palais de la Culture, Journée nationale de la paix en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une couleur domine, le blanc, symbole de pureté, de paix et de fraternité. Tel un chaudron en ébullition, les 1500 personnes présentes dans la salle reprennent en chœur l'exécution de l'Abidjanaise, cet hymne qui célèbre la paix et la fraternité. Et parlons justement de fraternité, assis à l'extrémité d'une file, le colonel des affaires maritimes et portuaires, Kakoubrou, connu sous le pseudonyme de Maréchal Kabé, rentré d'exil dans le cadre de l'amélioration du climat de cohésion sociale, avec lui plusieurs ex-personnalités politiques. Je voudrais traduire avec sincérité mes sentiments de joie et de reconnaissance au président de la République et à son gouvernement qui me font l'honneur de m'associer à cette importante cérémonie. Ce choix fini de témoigner de façon formelle de la volonté du gouvernement de consolider la paix et la cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle je souscris entièrement à cette dynamique en vue de jouer ma partition dans ce processus de consolidation de la paix. Car il nous faut la paix à tout prix et avec tous les prix. Il offre ensuite une tige de rameau, symbole de paix à l'ouvrière de son retour, la ministre Koné Mariatou. Pour les sociologues, la paix prend toute son essence dans le cocon familial. Il faut donc veiller à la préservation du bien-être familial, d'où le choix porté sur une cible juvénile, une cible qui sait se faire entendre. La commémoration de la Journée nationale de la paix donne l'agréable occasion au Parlement des enfants de Côte d'Ivoire d'inviter toute la population à comprendre l'importance indispensable de la paix, surtout la paix et la cohésion sociale pour les enfants. Une journée nationale de la paix, invitation à la participation de tous à la sécurité en vue de maintenir la paix sociale. Participer à la paix sur le plan individuel, c'est d'abord avoir la paix intérieure nécessaire pour faire le pas vers l'autre, tendre la main à l'autre avec qui l'on était ou l'on est toujours en conflit. Participer à la sécurité, mesdames et messieurs,
c'est intégrer la culture de la paix dans tous nos comportements et actes quotidiens, par des relations harmonieuses avec les autres, dans le respect de ce qu'ils sont, dans le respect de ce qu'ils représentent, dans le respect de leurs différences. Un message consolidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette célébration qui renouvelle notre engagement commun pour un monde de paix et de fraternité revêt un sens tout particulier pour notre pays. En effet, elle est intimement liée à l'action et à la vision politique d'un grand homme d'État, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre nation, dont nous saluons avec déférence la mémoire. Je suis confiant quant à l'avenir de notre pays, quand j'ai écouté tout à l'heure la présidente du Parlement, donc des enfants. Je suis confiant dans l'avenir de notre pays, après avoir écouté les femmes représentées par la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je suis confiant à l'avenir de ce pays quand je vois tous ces jeunes enthousiastes qui ont applaudi donc tout à l'heure et qui montrent ainsi leur détermination à ce que nous ayons donc en Côte d'Ivoire un climat de paix pour leur assurer l'avenir légitime qu'ils sont en droit d'attendre donc des gouvernants. Oui, je suis confiant dans l'avenir de notre pays. Et c'est le message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait commandeur dans l'Ordre national du mérite et de la solidarité. Avec lui, plusieurs personnalités, dont le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Touré Mamadou. Également distingué pour acte de bravoure, Fréjus Conan, ce jeune Ivoirien qui aura sorti in extremis et au péril de sa vie, une dame de son véhicule calciné par du bitume. Une célébration de la Journée nationale de la paix, bercée par des messages d'amour, de paix et de fraternité, car au pays d'Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas en 20 mots, mais un comportement. Le rideau est tombé sur le festival électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Durant 2 jours, les amateurs et professionnels se sont réunis ici même à Abidjan pour participer à la première édition du FEDJA, un festival tourné vers la promotion des jeux vidéo en Afrique. Après la phase éliminatoire, les lauréats sont connus. Davis Oyo, Herman Guivet. Des salles du Palais de la Culture transformées en salles de jeux vidéo géantes. Des jeunes manettes en main, concentrés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour battre des records. Bienvenue à la première édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, le FEJA. Ce festival, initié par Paradise Games, vise à créer une saine émulation autour des jeux vidéo en Afrique. 3 catégories ont été retenues pour cette compétition: FIFA, Street Fighter et Naruto. Les premiers de chaque discipline ont reçu un trophée. Morel Alou, vainqueur de la catégorie FIFA, en plus du trophée, est reparti avec une somme de 3 millions de francs CFA. Quant à Gilles-Christ Boca, lauréat de la catégorie Street Fighter, a lui reçu 1 500 000 francs CFA. Enoch Fan, le meilleur de la catégorie Naruto, lui a reçu la somme de 500 000 francs CFA. Heureux sont les vainqueurs, mais plus heureux encore sont les organisateurs. Pour nous, l'enjeu était vraiment de drainer du monde pour montrer aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger que le jeu vidéo en Afrique, c'est possible. Effectivement, il y a beaucoup d'enjeux derrière le jeu vidéo. Il y a la possibilité d'avoir de l'emploi et de faire de grandes choses. Au total, ce sont plus de 8 millions de francs CFA qui ont été remis aux différents lauréats. Les festivaliers venus de plusieurs pays africains ont pu découvrir les métiers des jeux vidéo grâce aux professionnels du secteur comme Emmanuel Yao, cadre de Ubisoft, et aux participants locaux et internationaux. Le Festival de l'électronique et des jeux vidéo d'Abidjan, le FEJA, se veut un rendez-vous annuel entre amateurs et professionnels des jeux vidéo en Afrique. L'actualité internationale, en bref. Au Zimbabwe, l'armée a placé, vous le savez peut-être, le président Robert Mugabe en résidence surveillée et s'est déployé à Harare, la capitale. Mais les militaires refusent toujours de parler d'un coup d'État. Dans les réactions internationales non plus, on ne parle pas de coup d'État. Fidèle soutien de Robert Mugabe, Jacob Zuma, qui s'est dit très préoccupé, a dépêché au nom de la SADC qu'il préside 2 de ses ministres à Harare. Les 2 émissaires du président sud-africain devaient rencontrer le vieux leader de l'indépendance et les responsables de l'armée. La communauté internationale appelle le Zimbabwe à la retenue.
détenus. Et puis en Allemagne, sous la présidence de Frank Bainimarama, le président des îles Fidji, les présidents et représentants des pays participant à la COP23 ont défilé à la tribune hier mercredi pour lancer le dernier round de négociations dont l'objectif est, je le rappelle, la mise en œuvre de l'accord de Paris. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie d'Eva et Marcela. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Hamza Diaby. On vous retrouve demain? Bien sûr. Avec beaucoup de plaisir. Eva la moqueuse. Il est l'heure à présent de voir le contenu des titres qu'elle nous a très gentiment fait, dont elle nous a gentiment fait part en début d'émission. Donc, c'est Miss JJ qui est là pour la revue de presse. Et on commence avec l'éléphant déchaîné et cette lettre ouverte à Emmanuel Macron. Qu'Éric Bohème s'adresse directement au président de la République française. D'abord, il le félicite pour son élection avant de s'intéresser à son agenda, notamment à travers la politique que mène la France vis-à-vis de l'Afrique. Selon l'auteur, Emmanuel Macron est mal parti et son premier faux pas fut de se rendre sur une base militaire au Mali, une base militaire française, et ne pas passer par Bamako pour au moins saluer le chef de l'État de ce pays. Alors c'est un geste qui a heurté la sensibilité africaine attentive aux écarts. Toujours selon l'auteur, Emmanuel Macron est mal parti car au lieu du profond changement qu'il prône et qu'attendent les forces vives du continent, eh bien il semble suivre les pas de ses prédécesseurs, en notamment reprenant les thèmes éculés, les illusions vaines et les formules creuses caractéristiques de la politique de la France envers le continent africain. Alors les reproches sont nombreux et puis je vous laisse les découvrir dans cet excellent courrier, donc à lire dans l'éléphant déchaîné. On passe à Allopolis, où on peut lire qu'une classe est renvoyée pour s'être moquée de ses professeurs sur Internet. Selon Allopolis, l'atmosphère est électrique au lycée Mami Oufouette Fété de Bingerville entre l'administration et les élèves de la classe de première à 2. Alors la cause, un post moqueur fait par une élève sur Facebook. En représailles, tous les enseignants ont décrété 3 jours de grève pour montrer leur mécontentement. La situation s'est tendue entre les parents de ces élèves et l'administration. L'affaire a été portée à l'attention du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique dont on attend toujours la décision. Selon les témoins, l'auteur du post se fait appeler adjoint à la souplesse sur les réseaux sociaux que l'article dépeint ainsi. Elle se prend pour une véritable star dans cette école prestigieuse et adore provoquer pour faire parler d'elle. Eh bien, je crois que c'est réussi. Mais oui. On passe au Zimbabwe où Robert Mugabe est assigné à résidence. Et oui, c'est l'actualité brûlante de ces dernières 48 heures. Selon l'agence de presse régionale, en 37 ans, Robert Mugabe a survécu à de nombreux adversaires politiques et à plusieurs urgences médicales. Mais là, il fait face à une très grave crise. Depuis plusieurs années, Grace Mugabe s'est positionné pour lui succéder et on assiste à sa montée en puissance. Cependant, il se peut qu'en se rangeant du côté de sa femme dans la bataille à sa succession, Robert Mugabe soit allé trop loin et ait perdu le soutien des chefs militaires qui l'ont maintenu au pouvoir jusqu'à présent. Avec la prise de pouvoir de l'armée et la mise en détention surveillée du président zimbabwéen, tout peut arriver, et même le pire, à en croire Jeune Afrique. Le général Moyo, lors de son passage télévisé, a déclaré « Nous voulons être très clairs sur le fait que nous ne faisons pas un coup d'État », une formule qui trouve de nombreux échos dans l'histoire politique africaine et qui a donc donné l'idée à Jeune Afrique de faire cette infographie sur les précédents historiques de ces acrobaties sémantiques. Je vous donne que 2 exemples. En Mauritanie, le 7 août 2008, Mohamed Ould Abdelaziz disait « Ce n'est pas un coup d'État, il s'agit juste d'une action destinée à sauver le pays ». On connaît la suite. En RDC, République démocratique du Congo, le 14 septembre 1960, Mobutu affirmait ceci. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. Eh bien, les faits sont têtus. Et pour finir, l'insolite, on parle d'espionnage dans le foot. Et oui, la fédération hondurienne de football a dénoncé lundi l'Australie. Elle l'accuse d'espionner les entraînements de sa sélection avec un drone. Et oui, avant le match retour des barrages intercontinentaux pour le mondial 2018. Eh bien là, je vous vois venir. Vous vous dites,
Les Marocains ont dû utiliser un drone pour surveiller les éléphants. On n'a rien dit, nous on n'a rien dit. Ou pire, vous vous dites, les éléphants auraient dû utiliser un drone pour surveiller les Marocains, car en politique et en sport, il y a beaucoup de mauvais perdants et de mauvais gagnants. Allez, je vous laisse avec les winners des matinales de la RTI, Eva et Marcelin, et je vous dis à demain. À demain, Tilfa, oui. Faites attention, il y aura un drone qui vous suivra. Voilà, on va envoyer un drone jusqu'à chez vous pour savoir si vous rentrez vraiment à la maison. Avoir toutes vos habitudes. Je vais à la radio d'abord. Et tenez-vous bien, ce sera relié au bureau direct de la rédactrice en chef qui à tout moment peut vous appeler pour ces soufflantes légendaires. N'est-ce pas? Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, d'être en notre compagnie. Nous abordons maintenant le Money Time de cette émission, c'est-à-dire la dernière ligne droite. Dans quelques instants, on aura le point route juste après. Ce monsieur qui vient maintenant, c'est Abbas, c'est le JT décalé. Alors Abbas, on démarre avec la Sotra. Oui, Sotra. Parce que depuis combien d'années? Voici une grande et bonne société. Quand avant tu veux aller à l'école, c'est bus de Sotra. Parce que Sotra avant, il y avait son bus, il y avait son taxi bagage, il y avait aussi son touriste, il y avait bateau, tout ça. Avant, quand tu es content, c'est bus. Tu fais un jaillement. Quand tu es fâché, c'est bus. Tu peux casser un peu. Il y avait tout ça. Mais maintenant, aujourd'hui, on a remarqué que Sotra, il y a beaucoup de choses. Il y a son plongée dans la lagune. C'est-à-dire quand il roule jusqu'à il est content, il peut plonger dans la lagune. Il y a son braquage. Il y a même son brûlé bateau. Et ça, tout ça, ça fait partie du quotidien de la Sotra. Mais seulement les chauffeurs de la Sotra, c'est eux-mêmes qui énervent dans tout ça. Parce que chauffeur de Sotra. Ah bon? Ah non, lui. Lui-même, il sait que c'est bien long. Mais le coin, il est serré, mais lui, il veut passer là-bas. Parce que si il est gratiné ou bien c'est gâté, c'est pas lui qui va réparer. C'est les gens qui vont réparer. Lui, il ne fait que rouler seulement. Donc, ça là, nous, on pense que nous, qui aimons beaucoup les bus de la Sotra, on veut faire chaque de bonne conduite. Surtout pour les chauffeurs. Si tu as gâté bus, on enlève ça dans ton salaire. Tu as mal cogné quelqu'un, on enlève ça dans ton salaire. Parce que là, c'est important maintenant, on est qu'à se parler la vérité. Et puis, les gens de la Sotra, nous, on vous aime bien, on vous aime trop. Si vous voulez faire des poissons fumés, il faut nous prévenir. Ils ont laissé, nous, on a fini de faire le marché. On a payé tout ce qui est comme condiment. Et puis le soir, on nous dit non, il y a un bus de Sotra qui a brûlé. Tu as vu, le bateau là a brûlé. Où ça a brûlé là? Non, poisson fumé qui était là-bas, c'était trop bon. Poisson fumé de ça là, pas. Et puis c'était original. Donc, c'était bio. Oui. Le pont HKB maintenant. Ça c'est un problème. Donc, tu sais, à faire des ponts là, les gens pensaient qu'ils nous ont essayé pour voir si on est garçons. Parce que quand ils ont fait pont, d'abord le président Alassane Ouattara qui fait pont, et puis il donne le nom de son frère aîné, Henri Kona Bélier. Pont ça là, on passe. Nous, Ivoiriens, on n'est pas habitués à payer quelque chose pour passer. Mais on nous a dit on paye. Comme on est un peuple, on n'aime pas parler, on a accepté. Deuxièmement, on nous dit non, ils ne prennent pas 10 000, 5 000 et puis 2 000. On a accepté parce que Ivoiriens, on n'aime pas bavardage. Maintenant, ce n'est pas parce que mouton il ne mord pas que tu as mis ton doigt dans sa bouche, tu as quelle intention? Vous venez vous dire non, vous ne prenez plus 500, vous ne prenez pas 1000, bon, vous voulez quoi? On est qu'à chercher monnaie pour venir. Quand tu regardes au plateau, ou bien où on est là, qui a monnaie? Donc nous, on a eu solution. On a dit non, les vendeurs de gnomi, de tratra, d'aubergines, ils n'ont qu'à s'asseoir devant le pont là. Comme eux, pour le truc qu'on paye là, c'est moins cher, il y a monnaie là-bas. Donc régulièrement, ils vont prendre monnaie et puis en faire en même temps. Bon, ils ont compris, ils ont dit non, on peut venir notre argent maintenant. Il n'y a pas de problème. On a accepté. Très bien, et on va finir avec le sujet brûlant du moment, les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça brûle toujours. Tu es sûr que c'est les éléphants? Ceux qui ont joué contre le Maroc là, c'est pas hippopotame. Parce que tu sais, les autres sont gros, mais il faut bien voir. Parce que c'était un éléphant, c'est pas bon. Parce qu'avant, quand un éléphant joue, quand il joue dans un pays comme le président de la République du pays, lui-même paye son ticket pour aller au stade pour regarder les éléphants jouer. C'est ça qu'on appelait équipe. Mais équipe de maintenant qui est arrivée là, on ne sait pas. Franchement, on a fait pour dada de tous ceux qui sont venus là. Ceux qui sont venus, d'autres même, ils ont mis affiche à la rue Princesse pour qu'on ait qu'à les connaître. Mais au lieu de te faire connaître, il faut te faire connaître dedans. Aujourd'hui, là, quand tu regardes un match des éléphants, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est les éléphants, les joueurs là même, qui payent ticket. Eux-mêmes, ils payent ticket pour aller au stade pour voir s'il y a Miss qui est venue au terrain. Ou bien s'il y a les danseurs de coupés décalés qui sont venus, c'est ça, ils viennent voir. Et ils font concurrence pour voir c'est quelle Miss, ou bien c'est quelle fille de coupés décalés. Et vont non, ça, on aime ça cher. Ah bon? Regardez l'entraîneur même des éléphants qu'on appelle, le gars là, comment il s'appelle? Villemot. Voilà, celui qui a dit son nom là. Voilà, lui. Premier jour, il arrive en Côte d'Ivoire, il dit non, il n'a pas postulé.
Ça veut dire qu'il ne s'est pas assis et puis on l'a appelé, on dit viens. En temps, le gars, il n'est même pas entraîneur. Comment ça, il n'est pas entraîneur? Il était coach. On l'a appelé, on dit viens entraîner l'éléphant. Il est venu, il a regardé, il a pensé au début que c'est un truc de blanc. Donc il a appelé tous ses amis blancs, venez, il y a un petit comme moi encore, il va aller. Ils sont arrivés, tout le monde est noir, il a regardé d'abord. Il dit, vous êtes sûr que c'est ce qu'on est venu faire? On dit oui, c'est ici. Donc il dit, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ah oui, c'est ce qu'il disait au début. Il n'a pas de compte à rendre. Et maintenant, même pour nous blaguer, il nous dit non, moi là, ma finale c'est contre Maroc. Est-ce qu'il connaît Ivoirien? Ivoirien, il est comme la terre. Hein? Tu as sauté jusqu'à, tu as atterri sur lui un jour. Aujourd'hui, c'est lui, c'est pas sur les réseaux sociaux, mes mains étaient liées, on ne me laissait pas faire, on ne t'a pas demandé ça. Final que tu dis, tu as joué, c'est ça nous on attend aujourd'hui. Donc, on a fait arrangement, on lui a dit, bon, si on t'a démis de tes fonctions, c'est pas bon. Si on t'a limogé, c'est pas bon, tu choisis quoi? Il dit, je vais partir. D'un premier vol à Abidjan, c'est Bruxelles. Bruxelles, là, c'est pas Paris. Non, non, c'est la Belgique. La Belgique. Ah, donc Belgique, là, c'est Bruxelles. C'est que c'est là-bas, il est parti. C'est juste à côté. Maintenant, nous, on a remarqué que les éléphants, ils se sont battus. En tout cas, ils se sont battus. Ah bon? Mais pas sur le terrain, dans les vestiaires. Ah ouais? Ouais, Serge Aurier et puis Mas Gradel. Tu sais, Mas Gradel, le petit, moi, il me plaît. C'est l'un des seuls joueurs. C'est son rire qui me fait rire. Non, parce que l'enfant, il joue au ballon. Parfois, mais quand il prend le ballon, il n'était pas sur le terrain. Tu es obligé de l'appeler. Il dit, viens, viens. Voilà le terrain, c'est son gars, Mas Gradel. Ils se sont battus pour de vrai. Oui, oui. Parce que quand ils sont arrivés, Serge Aurier, tu sais que lui, quand il a fini de dire fiotte là. Et puis, il est venu du couille encore. Oh! On est à l'hôtel à 6h du matin. Ah, donc, c'est pas un bon, c'est pas un bon. Ah, je comprends pourquoi Mas Gradel était fâché là. Parce que le mot, il a dit, ça Mas Gradel dit, non, on ne peut pas me dire ça. On ne peut pas me dire ça. Donc, il ne faut pas voir les têtes dans beaucoup qui se sont battus. Donc, les gens, ils sont déjà battus dans le vestiaire. Il faut faire quoi sur le terrain? Maintenant, ça c'est pour parler au président de la Fédération marocaine de football. Maintenant, oui. C'est la même chose. Là, tu n'as pas compris de quoi je parle. Président marocain de Fédération marocaine de football, il faut nous respecter. Notre président de football ici, il faut le respecter. Tu ne peux pas venir dans notre pays. D'abord, vous avez bu notre eau. Vous êtes descendu dans notre aéroport. Vous avez marché sur nos goudrons. Venir dans notre stade et puis tu as ziboté notre président de fédération. Ziboté, c'est quoi? Ça a viré le gars. Il voulait lui. Quand notre président dit, mon frère, comment ça, il avait ziboté. C'est là le président, non, non. Et moi, je dis, président, s'il y a des trucs comme cela, tu n'as plus oublié de faire par là. Tu peux te renseigner ici. Matin, on se connaît, nous. Eva, peut-être, elle est quand même masse, c'est une noix, Catherine, dans le petit poteau. Président, fais ton choix. Si tu veux trouver 2 Marocains et puis tu nous prends ça, nous on fait ça pour toi. Ils vont peut-être ziboter. Ça, c'était moi, le JT décalé. En tout cas, mesdames et messieurs, à la semaine prochaine pour la suite. Merci beaucoup, Abbas. Ça augure de très bonnes choses. Hein. Avec les compliments de la Fédération ivoirienne de football. D'ailleurs, on va vous lire le tweet de Marc Villemotte. Il a dit, c'était le 14 novembre, aujourd'hui, il a été décidé de commun accord de mettre fin à la collaboration avec la FIF Côte d'Ivoire. Je tiens à vous remercier, supporters, joueurs, staff et dirigeants, et je vous souhaite le meilleur pour le futur. C'est lui qui a écrit ça sur son tweet. C'est ça. Twitter, oui. Il faut bien regarder, peut-être que c'est pas lui. On lui souhaite une bonne route. Hein, non. Il n'a qu'à durer là-bas, il n'a qu'à durer. Ça tombe bien, parlons de route. On va aller justement dans ce qui nous permet d'avoir des indices par rapport à la circulation à Abidjan et à la périphérie. Le point route, dernier point route, attention, il faut être très attentif. Regardez. De Plateau, boulevard Latry, juste à quelques encablures d'un grand supermarché, un hypermarché même que vous connaissez. Les Ivoiriens se réveillent tout doucement et leurs véhicules également. Et nous allons maintenant du côté du pont de Gaulle qui nous donne des indices de la circulation. Le pont de Gaulle, ça va. Il n'y a pas de go slow, en tout cas c'est idéal. Le temps est assez nuageux sur toutes les principales poches climatiques de notre pays, soit dit en passant. On avance, on avance, on avance, on se rend où? En rappelant que Félicité Soro signe la réalisation de cette émission, elle nous emmène directement à Koumassi, au grand carrefour de Koumassi. Ça bouge. Où ça bouge, ça bouge, ça bouge. Koumassi est l'une des communes les plus matinales d'Abidjan. On a toujours les preuves dans le point route sur Matin Bonheur. Et puis l'échangeur, donc c'est l'échangeur de Marc Horry, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Marc Horry qui nous montre que... Deux piétons.
oui, voilà. 2 piétons, on les salue. Coucou, c'est nous. Et puis voilà, attention, attention, il ne faut pas qu'il cogne là-haut. Attention, il va s'arrêter. Ok, c'est ça, ça va bien. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue. Si c'est seulement maintenant que nous prenons en marche, ou bien voilà, c'est la dernière partie de ce rendez-vous. C'est la thématique. Aujourd'hui, nous abordons un thème de santé publique qui fait peur. C'est la hantise de tout un chacun. L'hypertension en question. Ce sera dans quelques instants, juste après la pub. On se retrouve sur Matin Bonheur. Respire toujours ce matin. Bonjour Michel, qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste le cas de ma fille qui me préoccupe en ce moment. Tu sais qu'elle finit avec le bac cette année et j'ai envie qu'elle puisse faire ses études supérieures à l'extérieur. Malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre. Rien que ça? Désormais, à Abidjan, votre agence AESCI vous assiste et vous oriente pour les études de vos enfants à Londres, au Canada, aux États-Unis et en Australie. AES, c'est aussi des formations diplômantes, des perfectionnements en anglais et des séjours linguistiques. Contactez-nous au 59 53 81 39 22 50 40 11. Je suis président de la Société de cardiologie. Eh oui, il a commencé à se présenter déjà. Là. Voilà, vous savez que c'est tellement intéressant, on travaille, on bosse même avant ou pendant ou après le générique. Le professeur Kramo Eloge, professeur à l'Institut de cardiologie donc à Abidjan, est avec nous. C'est avec lui que nous allons égrener le long chapelet de questions, d'interrogations de cette maladie qui, je le disais donc à l'entame, fait beaucoup peur, Eva. Exactement, il s'agit d'hypertension artérielle. Ce sera notre sujet aujourd'hui. Et on vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur nos différents réseaux sociaux, la page Facebook et également le compte Twitter. Vous pourrez poser toutes vos questions, soumettre vos cas, pourquoi pas. Le professeur se fera un plaisir d'y répondre et même après l'émission. Pour l'heure, jingle, élément explicatif et on se retrouve juste après. Une hypertension artérielle, c'est une maladie qui est une maladie du cœur qui est liée aux artères. C'est une maladie liée aux artères. C'est une maladie qui naît lorsque il y a un taux de sucre ou de sel trop élevé dans le sang. Appelée aussi tueur silencieux, l'hypertension artérielle correspond à une hypertension du sang sur les parois des artères. Elle est la plus fréquente des affections cardiovasculaires touchant environ 20% de la population adulte. Son incidence augmente avec l'âge de sorte que le pourcentage d'hypertendus est très faible chez les personnes âgées de 20 ans et croît ensuite régulièrement pour atteindre 40% chez les personnes âgées de 65 ans et 90% pour celles de 85 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'hypertension vient en deuxième position après le tabagisme et avant l'alcoolisme sur la liste des facteurs diminuant le nombre d'années de vie en bonne santé. On distingue deux types d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle primaire ou essentielle qui représente 90% des cas. Elle est liée à l'âge, à l'hérédité et aux habitudes de vie. L'hypertension artérielle secondaire qui est très souvent la résultante d'un problème de santé ou d'une anomalie ou parfois de l'usage abusif de certains médicaments. De manière générale, il faut savoir que l'hypertension est diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Néanmoins, certains troubles peuvent attirer notre attention, à savoir les maux de tête permanents ou culminant les matins au réveil, les vertiges, les troubles de la vue, les palpitations cardiaques, des suiers, voire des saignements de nez. Les conséquences de l'hypertension artérielle sont la mort, on parler aussi de, comment dirais-je, la paralysie. Piquer une crise, être paralysé même. Ça peut entraîner en parallèle le diabète. Ça peut entraîner naturellement la mort. En Côte d'Ivoire, l'hypertension artérielle constitue un réel problème de santé publique. Les conditions de vie difficiles, l'hygiène de vie dans certains cas, le manque d'activité sportive, le stress ne font qu'accroître le nombre de malades. Pour prévenir l'hypertension artérielle, il faut faire beaucoup de sport. Je pense qu'il faut contrôler son alimentation d'abord, tout en réduisant le taux de sel qu'on ajoute dans la nourriture. À ce niveau-là, il faut observer une bonne alimentation. En vue de contenir ce mal pernicieux, il est conseillé quelques mesures de prévention allant des campagnes de sensibilisation à la pratique du sport en général, en passant par une alimentation saine et équilibrée. Autant d'éléments qui peuvent contribuer à faire reculer le mal et avoir une société en bonne santé et répondre aux défis de l'émergence. Les chiffres qui sont faits.
Il est disposé à répondre à toutes nos questions, également aux vôtres, je vous l'ai dit. Professeur, rebonjour. Bonjour, madame. Les Ivoiriens ont une idée assez, on va dire, d'après ce que vous avez vu, est-ce que les Ivoiriens ont une idée vague ou précise de l'hypertension artérielle? Je dirais plus ou moins. Dans bien des cas, il faudra bien qu'on définisse l'hypertension artérielle avant le début de avant qu'on aille plus loin. Donc, comme le terme même le dit, tension. Donc, c'est la tension avec laquelle le sang circule dans les artères qu'on appelle pression artérielle. Donc, on parlera d'hypertension quand cette pression est plus élevée que ne veut la normale. Et le chiffre qui a été déterminé aujourd'hui, qui est en vigueur, je veux dire, il a été déterminé de façon plus ou moins arbitraire. C'est le seuil à partir duquel on observe trop de complications d'une hypertension artérielle. C'est ce seuil-là qui a été choisi pour être, je dirais, le cut-off, la limite à ne pas dépasser. Et cette limite, pour l'instant, c'est 14,9. Donc, il y a deux chiffres. Il y a le premier qui est 14, mais il faut faire attention aussi au deuxième qui est 9. On peut avoir une pression artérielle qui est à 13, 10, 13, 11, c'est pas bon, c'est de l'hypertension artérielle. Donc, il faut chaque fois être en dessous de 14 et en dessous de 9. La conjonction de coordination, c'est « et ». Absolument. Merci pour le rappel. Professeur, dites-nous, comment prendre sa tension? Comment prendre sa tension? On dispose aujourd'hui de plusieurs méthodes de mesure. Et on a plusieurs types d'appareils. Aujourd'hui, les appareils que nous recommandons le plus, c'est les appareils automatiques. Et ces appareils automatiques ne sont pas, je dirais, ne sont pas confrontés à l'observation humaine. Parce que l'autre méthode de mesure qui utilise le tensiomètre qu'on gonfle et que l'infirmière ou l'aide-soignante met le stéthoscope pour écouter les bruits, ça demande d'être un peu plus attentif. Et la meilleure méthode, c'est la méthode automatique avec des appareils qui sont acceptés. Et le mieux, c'est à l'avant-bras, pas au poignet, le mieux à l'avant-bras. Et ces appareils-là donnent des mesures qui sont assez fiables. Le sujet, c'est concernant les appareils, mais concernant le sujet. Quand il arrive, oui. il se repose combien de minutes? Minimum 5 minutes de repos. 5 minutes. Minimum 5 minutes. C'est justement, en activité, la pression artérielle doit changer. Quelqu'un qui a une pression artérielle normale, lors du sport, la pression artérielle doit monter. Quand on pratique le sport, on doit pouvoir monter même jusqu'à 21-12 maximum. Et une personne qui ne monte pas sa pression artérielle durant l'activité physique, cette personne-là, on t'exclut du sport parce qu'il y a un besoin plus important de débit. Et si le cœur n'est pas capable de fournir ce débit, cette personne n'est pas apte au sport. Donc, si comme votre voiture, quand vous accélérez, le carburateur a besoin de plus de carburant. Alors, si le cœur est incapable d'apporter plus de pression, ce n'est pas bon. Donc, la pression artérielle varie en fonction de l'activité, en fonction de l'état émotionnel. Et c'est pour ça qu'on donne la pression artérielle est prise au repos. Au repos, au moins pendant 5 minutes. À quelle fréquence est-ce qu'on doit prendre sa tension artérielle? À quelle fréquence? La personne qui est normotendue, enfin, qui n'a pas de facteur d'exposition, de risque, enfin, la personne qui n'a pas d'hypertension artérielle, une mesure, je dirais, une fois par trimestre, ça peut être suffisant. Et nous disons aux étudiants que nous formons en médecine, je ne dis même pas en cardiologie, en médecine, que tout examen clinique, quand un patient vient vous voir, vous devez lui prendre sa pression artérielle. Parce que le gros problème de l'hypertension artérielle, on l'appelle tueur silencieux, parce que la plupart du temps, on ne sent rien, on ne sent pas les symptômes. Quand on est chanceux, alors on va avoir des céphalées, on va avoir c'est des maux de tête. Quand on est chanceux. On sent des maux de tête, on a une impression de mouche volante, on sent des bruits dans les... comme on nous appelle acouphènes, des sons dans les oreilles, on a quelques symptômes. Ça, c'est pour les plus chanceux. Sinon, la plupart du temps, on ne sent rien et malheureusement, aucun symptôme. Et malheureusement, c'est à l'occasion de l'accident qu'on se rend compte que la personne était hypertendue. Et cet accident-là, malheureusement, ça peut être l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral que vous voyez de plus en plus en Côte d'Ivoire, de plus en plus chez des sujets jeunes, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est les trois cibles privilégiées de l'hypertension artérielle. Le cœur, le cerveau et le rein. Donc, l'hypertension abîme ces organes parce que, comme vous voyez, c'est l'hyperpression. Donc, la pression qui circule de façon élevée dans les artères, donc bousille sur son chemin ces différents organes. Donc, j'ai dit AVC, mais il y a une complication plus subtile qui est la démence vasculaire. Donc, de façon diffuse,
l'hypertension va détruire de façon sournoise le cerveau pour vous mettre dans une situation de folie, de démence. Donc aujourd'hui, dans les pays occidentaux où on regarde très bien les causes des maladies, où les causes des maladies sont bien tracées au travers des registres, c'est que plus de 50% en tout cas de cas de démence en France, c'est dû à l'hypertension artérielle. Alors, moi j'ai une question un peu plus globale. L'état de l'hypertension dans notre pays, la Côte d'Ivoire. L'état, chez nous, en Côte d'Ivoire, on va dire que pour résumer, un tiers de la population est hypertendue. Donc quand vous prenez un tiers, donc nous sommes une personne sur trois. Quand nous prenons alors les... Voilà, ben, je suis hypertendu. Voilà, voilà moi c'est déjà gâté chez moi. Ah d'accord, donc vous êtes cette personne-là bien. C'est les pressions, c'est le stress. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, c'est un tiers de la population adulte qui est hypertendue. Donc, pour les 24 millions que nous sommes, donc vous voyez qu'il y a 8 millions d'hypertendus en Côte d'Ivoire. C'est énorme. Et le drame, comme je vous ai dit, c'est que la maladie n'est pas dépistée. Alors que le moyen de dépistage est très simple. Il suffit de mesurer la pression artérielle. Ce n'est pas invasif, donc il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de douleur. Il suffit seulement de présenter son bras, qu'on mesure la pression artérielle et dans les conditions bien sûr optimales, comme on l'avait dit tantôt, après un certain repos de 5 minutes. Excusez-moi, les spectateurs, est-ce que la tension qu'on prend est toujours fiable? Parce qu'il y a l'émotion de l'instant. Est-ce que tout ça est pris en compte? Justement, tout est pris en compte justement pour affirmer. Justement, on va arriver au diagnostic. Une mesure accidentelle, occasionnelle, ne permet pas d'affirmer forcément le diagnostic. Et c'est pour cela que même au cours de l'examen, il est recommandé de prendre au moins 2 fois la pression artérielle. Donc si on a pris une première mesure qui n'est pas normale, alors en fin d'examen, on va reprendre encore la pression artérielle. Si cette pression demeure encore élevée, alors on va peut-être faire attendre la personne pour recontrôler. Et si ça demeure élevé, on recommande alors ce que nous appelons les mesures génodiététiques. Donc, monsieur, mangez moins de sel. Si vous êtes un peu flat, un peu obèse, commencez à perdre un peu de poids, revenez pour qu'on contrôle. Ou bien alors, en dehors de l'hôpital, chez vous à la maison, faites vérifier la pression artérielle, puisque l'hôpital donne un certain niveau de stress, contrôlez en dehors de chez vous pour qu'on vérifie. Et ou bien encore, on a des méthodes de mesures que nous appelons mesures ambulatoires de la pression artérielle qui consistent à vous faire porter un appareil qui prend la tension artérielle sur les 24 heures. Quand on a des doutes, on fait ce genre d'examen. Donc pendant... La méthode Holter. Oui, c'est ça, le Holter tensionnel. Donc vous partez chez vous, pendant toutes vos activités, votre tension artérielle est prise. Et on branche cet appareil sur un ordinateur qui nous déploie les différents chiffres. Et on a des normes pour ça, pour savoir que la pression artérielle durant le repos doit être à tel niveau, durant la période d'activité doit être à tel niveau. Et là, c'est vraiment le gold standard pour nous. C'est vraiment l'examen le plus sûr pour affirmer définitivement l'hypertension artérielle. Et qu'est-ce qui explique cette multiplication de cas d'hypertension artérielle chez les jeunes? Oui. Pourquoi? Parce que 1 sur 3, déjà, ces chiffres datent de quand? Et puis, c'est les derniers chiffres que nous avons. Les premiers chiffres qu'on avait en Côte d'Ivoire, déjà on va remonter on va aller plus en arrière, puisque vous parlez pourquoi aujourd'hui. Dans les années 1905, dans ces années-là, quand les premiers colons étaient arrivés dans nos régions, ils avaient affirmé qu'il n'y avait pas d'hypertension artérielle dans nos régions. Voilà. Et oui, il n'y avait pas d'hypertension artérielle. Justement, à cette époque, l'âge moyen était autour de 25. Les gens mourrait plus tôt. Aujourd'hui, nous sommes à ce qu'on appelle la transition. Là, 4 ans, je crois. La transition, exactement. Nous sommes en pleine transition épidémiologique. Transition, nous avons vaincu, enfin, nous sommes en train de contrôler le paludisme, la fièvre typhoïde, on meurt moins de ces maladies infectieuses. Et il y a on vit en ville, on a quitté le milieu rural, nous avons quitté nos villages où on mangeait plus sain, on était moins stressé, on avait moins de factures à payer. On n'avait pas le stress des embouteillages. Donc, nous avons quitté nos villages, nous sommes venus nous établir en milieu urbain, donc l'urbanisation avec tout le stress qui va avec, mais aussi le vieillissement de la population. Il faut savoir qu'à partir de 50 ans, la moitié des personnes adultes sont hypertendues. Donc, c'est les cheveux blancs, c'est comme les cheveux blancs, c'est l'âge. Avec l'âge, l'hypertension artérielle s'installe. Donc, il y a plus d'hypertension aujourd'hui parce que nous prenons un peu d'âge, mais il y a aussi que nous avons changé d'habitude alimentaire. Nous mangeons trop sucré, trop gras et nous faisons moins d'activité physique. Nos parents, ceux dont nous sommes issus,
Trop d'indolence. Exactement. C'est des gens qui gagnaient difficilement la nourriture. Ils se déplaçaient sur de longues distances. Ils vivaient des chasses, des cueillettes. Et aujourd'hui, nous sommes assis dans nos bureaux. Voilà, nous mangeons aussi. Je vois les biscuits devant vous avec une tasse où il y a plein de sucre. C'est celle-là. C'est le matin. Donc, voici ce qui nous a conduit à cette situation. Mais c'est vrai, on peut manger, on peut prendre des biscuits. Oui, bien sûr. Si on a une vie saine. Tout à fait. C'est quoi la vie saine? On entend partout manger, bouger. On entend aussi moins de... Enfin, il y a beaucoup de formules. Qu'est-ce qu'on peut préconiser pour ne pas tomber dans la spirale de l'hypertension? Plusieurs choses. Là, nous appelons ça les mesures génodiététiques. Il y a... on va parler de la nourriture, puisqu'on est sur la nourriture. Donc, manger normalement salé, c'est maximum 6 grammes de sel par jour. Normalement salé. Normalement salé. Il ne faut pas rajouter du sel, il ne faut pas rajouter les cubes et puis les assaisonnements. Voilà, il ne faut pas en rajouter. Ce qui est à la cuisson, on peut s'en contenter. C'est quand on est déclaré mais non, ou pas une alimentation trop salée va nous introduire dans l'hypertension artérielle. Donc, il ne faut pas manger trop salé. Parce que, quand on mange ici le garba, on montre ça, c'est le garba, quand on le sert, on rajoute du cube d'assaisonnement. Oui, sans le cube, oui, mais peut-être le cube, il est juste pour saler, parce que sur la tiquée, il n'y a pas de sel a priori. Donc, dans le cube, la quantité de sel doit être autour de 3 grammes. Donc, si on n'en rajoute pas trop, ça peut passer. D'accord. Voilà. Qu'on soit détecté ou pas, manger normalement salé. Manger normalement salé. Juste ce qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut. Pour le sel. Et pour le gras, pareil, il ne faut pas manger trop gras, pas trop sucré non plus. Et puis, il faut, je dirais, nous recommandons 3 fruits et légumes. Et il ne faut pas une alimentation comme nous l'avons chez nous, où il y a trop de glucides. Il faut manger équilibré, protéines, lipides, glucides. Donc, manger équilibré. Ça, c'est l'alimentation. L'alcool. Donc, il faut réduire la consommation d'alcool parce que quand on consomme trop d'alcool, ça va provoquer l'hypertension artérielle. Un des facteurs qui, à l'origine des AVC chez nous en Côte d'Ivoire, c'est l'alcool. La consommation de bière. La consommation excessive d'alcool. Je dis bien alcool. Je ne rentre pas dans les détails d'alcool, mais en tout cas, la personne déclarée hypertendue peut consommer de l'alcool. Ah bon? Et on dit qu'il ne faut pas dépasser plus de 30 grammes d'éthanol pur chez les hommes et plus de 15 grammes d'éthanol. Mieux vaut ne pas boire. Non, c'est pas ça. L'idéal, c'est ça. Comme on ne peut pas interdire... C'est les recommandations. On dit qu'il ne faut pas dépasser ce seuil-là. Donc, celui qui est hypertendu peut boire jusqu'à 1 bière par jour. Peut boire jusqu'à 15 centilitres de vin. Je connais des gens qui ont le numéro de leur médecin dans le maquis. Voilà, parce qu'une bière, ça dépend de non, on a dit 66 centilitres et puis autour de 6% maximum 5% de volume d'alcool. Puisqu'on parle de 30 grammes d'éthanol pur. Donc, c'est de réduire la consommation d'alcool. Pour le tabac, on dit qu'il faut arrêter le tabac. Arrêter carrément. Arrêter carrément. Ce n'est pas réduit. Puisque le tabac, les facteurs de risque cardiovasculaire, ce que nous appelons facteurs de risque cardiovasculaire, c'est les facteurs qui vont induire les accidents cardiovasculaires. Les 4 majeurs chez nous, c'est l'hypertension, le tabac, le cholestérol et le diabète. Donc, il ne faut pas prendre en compte un et laisser l'autre. Et c'est pour cela que quand nous dépistons l'hypertension artérielle chez quelqu'un, on lui demande un bilan. Donc, il faudra que nous, les médecins, on aime faire dépenser les gens. On demande le bilan parce qu'il ne faut pas soigner un seul facteur. Il faut prendre en compte tous les facteurs. Professeur Cramo, les Ivoiriens sont formidables et ils participent en même temps. Monsieur Moussa Koulibaly, la pratique régulière du sport est-elle suffisante pour éviter l'hypertension? On en a parlé. Ondry Marie-Ange Agahan-Kola qui dit « À la suite d'un accouchement, la tension de ma grande sœur montait jusqu'à 22. Sa tension n'est plus devenue normale. Quand ça commence, elle a de fortes migraines. Que faire ?» Que faire? Dans le contexte de la grossesse, il y a plusieurs types d'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle dès la grossesse. Et là, on est en situation certainement de pré-éclampsie. Et parce qu'il y a des situations où la femme qui est parturiente, la femme enceinte, après la 22e semaine d'aménorrhée, donc la 22e semaine de grossesse, a sa pression artérielle qui monte de façon excessive et elle peut même faire des crises d'épilepsie, des crises convulsives, oui, des crises convulsives. Et parfois, la vie peut être perdue, tant pour la femme que pour le bébé. Donc, c'est des situations difficiles où le cardiologue et le gynécologue travaillent de concert pour sauver la vie et de la maman et du futur. Donc, cette situation
où la pression artérielle a monté, c'est une situation qui mérite un suivi médical. Et nous avons des patientes que nous suivons qui sont dans des situations pareilles, où la pression artérielle est prise en charge et elle est normalisée. Donc en fait, un des gros problèmes dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est l'acceptation de ces situations. Parce que c'est une maladie chronique. C'est une situation avec laquelle on va rester toute sa vie la plupart du temps. Quand on a dépisté l'hypertension artérielle, qu'on a fait le bilan, que c'est établi qu'une hypertension artérielle est là et que c'est des causes apparemment non identifiées, parce que une hypertension artérielle, on peut retrouver une cause à l'hypertension artérielle. C'est rare, c'est dans 5 à 10%. Et dans ce cas-là, quand on soigne la cause, l'hypertension artérielle est définitivement guérie. Mais la plupart du temps, on dit que c'est une hypertension artérielle primitive, il n'y a pas de cause apparente, c'est justement la prise de poids, l'âge, le stress. Aussi? Il y a l'hérédité. L'hérédité intervient dans l'hypertension artérielle. Donc la plupart du temps, il va falloir un traitement chronique à vie. Moi, je dis souvent à mes patients, c'est un traitement pour la vie. Quand on dit traitement à vie, c'est mal perçu. Je dis tous les matins, est-ce que vous ne déjeunez, prenez pas le petit déjeuner? Est-ce que vous ne mangez pas à midi? Vous mangez pour vivre, prolonger votre vie. Prenez les médicaments, ça vous permet d'équilibrer la pression artérielle, d'avoir une pression artérielle qui est stable, et comme ça, vous allez vivre pendant longtemps sans complication de cette maladie-là. Vous avez répondu à la question qui venait, c'était sur c'est guérissable. Oui. Docteur, parlons d'un facteur que vous avez cité, le stress, qui cause de l'hypertension artérielle. On est de plus en plus stressé, c'est la vie qui veut ça, c'est l'évolution, on va dire, c'est la ville, c'est nos métiers, nos enfants. L'environnement fait qu'on est tout le temps stressé. Comment y remédier? Comment y remédier? C'est à chacun de s'adapter. Il faut s'adapter. Il y a une situation que j'aime bien, je parle de jeune cadre dynamique. Quand vous avez un salaire qui à peine suffit pour gérer vos besoins personnels, vous n'avez pas de maison, vous louez une maison qui est peut-être de 100 000 francs. Je vis un petit appartement, vous travaillez à Port-Bouin, vous vivez à Yopougon, et avec le transport en commun difficile, vous cherchez à vous payer une petite voiture. Donc vous allez prendre un petit prêt, vous avez une voiture autour de 2 millions, donc une voiture de seconde main qui vous laisse de temps en temps. Et les samedis, vous passez beaucoup de temps au garage. Et dans ce contexte, voilà, et puis dans ce contexte-là, vous trouvez des situations encore, des deuxièmes bureaux, quelque part à Koumassi, sur le chemin de retour. Deuxième travail, un deuxième travail qui vous prend de l'argent, qui ne vous procure pas de l'argent, mais qui vous prend de l'argent. Non professionnel, mais qui vous prend de l'argent. Elle a suivi mon regard. Donc, l'un dans l'autre, vous créez vous-même des structures de pauvreté, des structures de stress. Donc, c'est à chacun de nous de s'organiser, d'être réaliste, regarder sa situation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Mais dans bien des cas, il est recommandé que nous fassions du sport. Le sport il est bon pour la santé. 3 fois par semaine au moins, une activité physique qui va durer 30 à 45 minutes. La marche, le jogging, le vélo, le tapis. Professeur, je me permets de vous arrêter un peu par rapport au sport. On fait le sport comment? Parce que nos villes sont polluées. Je vois des gens, par exemple, le matin, sur la route de Port-Bouin, la route de l'aéroport, alors qu'il y a les avions d'école, c'est hyper pollué. Est-ce que ça peut lutter contre l'hypertension? Est-ce que ça n'aggrave pas? Est-ce que ça n'aggrave pas le cas? Justement, c'est difficile. Il faut trouver un espace. Tout le monde ne peut pas aller en salle aussi parce que c'est cher. Oui, mais il y a les terrains dans les quartiers. On peut marcher dans les rues. Dehors, il y a les voitures, il y a la pollution. Non, il y a la pollution partout. C'est grave. C'est une autre situation dans laquelle on ne va pas entrer parce qu'il y a des véritables cheminées parfois qu'on voit sur notre chemin. Exactement. En tout cas, on ne comprend pas pourquoi ces engins-là sont dans la circulation parce que ça pollue et c'est dangereux pour nous parce que c'est cancérigène ce qu'ils font rejeter dans leurs échappements. Mais il faut trouver des espaces. Et ces espaces, on a quand même des terrains de football quand même dans les quartiers. On peut faire le tour du terrain. Regarder. Il ne faut pas chercher les records olympiques, il faut faire ce qu'on peut. Oui, ce qu'on peut. Il ne s'agit pas d'être Usain Bolt, il s'agit de marcher un peu, alterner petit trot et puis marche vraiment à son rythme. Eva le fait chaque matin avant de venir. Voilà, à son rythme, 30-45 minutes et c'est correct. Et l'autre chose, certains ont des tapis roulants à la maison, d'autres des vélos sur place. Tous ces moyens-là sont bons, il faut les utiliser autant que faire se peut. Docteur, je vais digresser un peu, mais vous êtes cardiologue, vous venez de parler de ces voitures-là qui ont des pots d'échappement, qui rejettent carrément des fumées plus noires que de la fumée de charbon. Quand on est dans un véhicule
que le véhicule d'en face. Non, juste devant. Enfin, oui, juste devant. Voilà, devant rejette ça. Qu'on a les vitres baissées, on a tendance à tout de suite monter les vitres et puis allumer peut-être la climatisation. Quel est le bon réflexe à avoir quand on est dans ce genre de situation? Quel est la moins pire, on dira? Les pneumologues seront les mieux placés pour répondre à cette question. C'est ceux qui s'occupent de poumons, mais je pense que le bon réflexe, c'est de se protéger, c'est de fermer ces vitres ou bien et dégager au plus tôt derrière cette cheminée-là qui vous envoie des gaz toxiques dans vos poumons. Il est 6h24, mesdames et messieurs. On remercie tous ceux qui nous ont envoyé des suggestions, des questions. Si on ne répond pas, c'est parce que dans son développement, le professeur a déjà abordé bon nombre de questions relativement au sport, à la consommation de l'alcool, si l'hypertension est guérissable. Ce sont des pans de la question que nous avons abordés. Professeur, c'est pratiquement la fin, votre dernière intervention. Comment prévenir l'hypertension, que ce soit dans l'alimentation, dans nos attitudes de tous les jours, dans nos comportements? Parce qu'un Ivoirien sur 3, ça fait peur quand même. Ça fait peur. Et le mot de la fin, puisque nous sommes, c'est on peut l'éviter déjà en évitant d'être obèse, donc l'alimentation, manger équilibré, pratiquer régulièrement du sport, dormir suffisamment. Dormir suffisamment. Minimum, idéalement, 8 heures de sommeil par jour. Est-ce que les plats comme la loco, le gaba sont à proscrire, non, pas proscrits. Ils ne sont pas bannis. Tout est diversifié. Il ne s'agit pas d'interdire certains aliments. Il ne faut pas interdire, il faut diversifier. Justement, il faut diversifier son alimentation. On dit ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Alors que c'est ce qui est bon, c'est ce qui est doux. Oui, il faut diversifier ses alimentations. Mais le gros message que je voudrais passer avant la fin, c'est d'inviter nos compatriotes ivoiriens, d'inviter les populations vivant en Côte d'Ivoire, en tout cas toutes ces personnes qui nous écoutent, de faire vérifier leur pression artérielle régulièrement. Bilan de santé voilà, aussi régulièrement. Dans la même mesure, nous faisons la visite technique pour nos véhicules, pour des engins qui sont dédiés à la casse ultérieurement. Notre corps ne peut pas changer. Les pièces ne sont pas changeables. Donc, il est bien de faire cette visite annuelle préventive là, et pour pouvoir dépister les problèmes d'état et puis les prendre en charge dans l'objectif de prolonger notre vie en quantité et en qualité aussi. Merci beaucoup à vous, professeur Kramo Elo, je rappelle, professeur de cardiologie à l'Institut de cardiologie. C'est un grand plaisir de vous avoir et de nous éclairer, pas de nous alarmer, mais de nous éclairer, de nous donner les conseils, les consignes à suivre pour lutter contre l'hypertension. Nous, on vous souhaite une très bonne tension tout au long de cette journée. Exactement. Merci Marco, merci encore. Merci à tous nos consultants. On va dire merci à Abbas, merci à Hamza Diaby qui présentait le JT et bien sûr à Fatim Djidje pour la revue de presse et la technologie. C'est évident. Merci à Félicité Soro qui signait la réalisation de cette émission et à notre rédactrice en chef, Kadi Fadiga. On se retrouve demain, même heure, même bonheur, même plaisir. À demain. Ciao, ciao.